Bah, tout de suite, je te propose, Stig, Oui, on qu'on parle voit livre avec toi bah, dans ma bibli, ouais, on va parler bouquins, puisque oui, Vincent Ravalec est quand même connu aussi, surtout pour ses nouvelles, au départ, au pour ses départ, romans, pour pour ses ses romans nouvelles. et ses nouvelles au départ. Donc, bah, vas-y, je te laisse ouvrir Ok. la voie. Donc, bah, je vais représenter un petit peu Vincent, donc, qui est de 1962, de la même génération que moi environ. Et je lis ses romans depuis les années 90. Je les suis avec ferveur. Ils remplissent bien un rayon entier de ma bibliothèque. J'en ai plein sur mon bureau. Vous voyez, je peux vous en montrer tout un paquet. Là, ils encombrent mon bureau, mais c'est un plaisir. Regardez. Là, on a les vieux, comme ce gros pavé punk, ce gros pavé rose là qui est génial, s'appelle L'effacement progressif des consignes de sécurité. Et je voulais en parler maintenant parce qu'avec un titre pareil, alors qu'on est juste au bord du déconfinement, je trouve que c'est vraiment bien vu. C'est un parallèle agréable et évident. Enfin, agréable, espérons. Ce joli-là, ce joli-là qui est sur les personnages, héros et personnages et magiciens. Enfin, je vais vous les montrer au fur et à mesure, mais là, je vais faire un petit panorama déjà. Donc, du coup, le gros pavé qui vient de sortir, qui est l'édition intégrale des nouvelles qui sort au Diable Vauvert, enfin qui est sorti tout récemment au Diable Vauvert et qui regroupe en 1800 pages 120 nouvelles de Ravalek, donc 15 inédites, et préfacé par Bec BD. Alors Bec BD nous dit, euh, enfin il traite les lecteurs de Ravalek de d'ingrats, d'amnésiques, et je pense il a pas tort quelque part parce que si on a lu, on s'est jeté sur tous les livres de Vincent depuis le départ sans jamais perdre une miette, on n'a peut-être pas réalisé à quel point c'était un écrivain incroyable et qui était en train de créer une œuvre de cette ampleur. On l'a pas spécialement assez défendu. On était peut-être un peu trop hilar, un peu trop stone, un peu trop relax. Et du coup, lui-même ne se prenant pas tellement au sérieux, euh, il est resté comme un auteur qui était un peu en marge, tout en étant pourtant très édité, hein. Les éditeurs, eux, ils ont l'œil, hein, donc ils ont jamais raté une publication. Vincent raconte d'ailleurs de manière assez rigolote comment il a fait publier son premier roman en allant voler quelques feuilles en tête dans un bureau chez Antenne 2 à l'époque, je crois. Et c'est raconté dans Nouvelles. On y retrouve un sommaire impressionnant avec dedans. Donc, on a rassemblé les livres qui étaient parus en 90-2000, Un pur moment de rock'n'roll, Les clés du bonheur, Vol de sucette, Recette de bâton, Les dangers des courants électriques, La vie moderne. Tout ça, c'est la partie jusqu'à 2000. Je peux vous en montrer quelques-uns. Bon, mais là, moi, j'ai des éditions de poche, mais c'était Un pur moment de rock'n'roll, Ah oui. Vol de sucette, La vie moderne. Tout ça La vie fait moderne, très sympa. J'étais en train de le relire hier. Ça démarre très bien. Vincent, est-ce que tu as le sentiment d'être un auteur qui n'a pas été assez reconnu parce qu'il ne se prenait pas assez au sérieux? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Écoute, c'est un peu variable. Déjà, je pense que j'espère que comment dire, que ma vie artistique n'est pas terminée. Donc, ça bah, fait un là, peu si tu pas veux, léger. le fait, par exemple, d'avoir un gros livre qui sort et qui rassemble toutes mes nouvelles, c'est déjà une consécration suffisante. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est pas tellement les honneurs ou les prix, c'est de pouvoir, en fait, ce qui est très difficile pour un artiste, c'est d'une part, entre guillemets, ce qu'on appelle percer, mais après, c'est de durer. Et après, pour durer, soit vous creusez un sillon, par exemple, je sais pas, Scorsese, il a toujours fait des films de mafia, quoi. Oui, Il il a sait toujours pas fait Scorsese, oui, faire des oui. choses. Et moi, j'ai essayé. Alors, moi, mon gros truc, c'est d'arriver à durer et à durer en continuant des explorations artistiques un peu différentes et avec des médias différents. Donc, pour l'instant, ça fait 30 ans que je fais ça. Ça fait 30 ans que j'arrive à gagner ma vie avec juste mes petits délires. Bon, je préfère regarder les choses du côté plein. Après, avoir beaucoup de succès, ça peut être aussi un handicap, hein. Je sais que Philippe Dian, par exemple, avec qui je suis copain, le succès de 37.2, ça a eu des bons côtés, ça peut aussi ça peut vous enfermer aussi Dans des dans cases des où on ne peut plus attentes, en dans des sortir et cases. ça nous bloque.
Ouais, donc voilà. Mais là, D'accord. par exemple, je suis très content d'être dans la shortlist du Goncourt. Et, Oui. bah, Et je est-ce pense que qu'il faudra juste le milieu, quoi. si jamais tu le décroches, ce que j'espère, eh ben, est-ce que tu nous écriras une nouvelle un peu comme celle que tu as écrite quand tu as reçu le prix de Flore et qui est si rigolote, quoi, qui est tellement décalée, surréaliste, où on te voit entrer dans cette espèce de cocktail mondain pour recevoir le prix et être complètement perdu là-dedans. Là, ça serait forcément très différent puisque beaucoup de temps a passé, mais ça serait tellement drôle de le lire aussi. Bah écoute, figure-toi que c'est déjà fait parce que je suis en train d'écrire un roman qui va être mon premier journal intime. Ça s'appelle Journal intime d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile. Et donc, comme, si tu veux, ça tombe en plein dans le confinement et que j'attends, j'ai démarré le livre bien avant, mais il va y avoir un petit épisode sur le confinement et qu'il va y avoir ce truc du Goncourt que je vais corréler à d'autres aventures qui m'arrivent. Donc oui, évidemment, je vais en parler, que je l'ai ou que je ne l'ai pas, en fait. Alors justement, à ce sujet-là, Fan Club On fait salon nous dit qu'un bon écrivain n'est pas forcément reconnu comme bon écrivain en fonction des honneurs qui lui sont attribués ou pas. Donc il va dans ce sens-là aussi sur le chat. J'en profite et je vous précise, surtout au niveau du chat, n'hésitez pas à poser vos questions et n'hésitez surtout pas à poser vos questions directement à Vincent. Voilà, Stig, je te laisse reprendre. Eh ben, pour moi, en conclusion de pour résumer ce qu'on trouve en début de nouvelles et qui, pour moi, est la réussite que tu as et qui est détachée du star system et ce genre de choses, c'est que tu as réussi à écrire exactement ce que tu avais envie de lire. Et ça, c'est pour moi, enfin, tu l'as dit à un moment je sais plus si c'est dans un interview ou dans une des nouvelles, mais c'est quelque chose qui pour moi fait sens, dans le sens que tu as réussi à écrire ce que tu avais envie de lire, tu l'as fait avec un ton qui est vraiment original et qui est quelque chose de novateur, et tu as influencé plusieurs écrivains. Je trouve que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais avec BD, quand il dit que tu as créé quelque chose qui est de l'ordre du post-naturalisme et que quand on veut aussi parler de ça, on parle de Welbeck ou de Despentes, mais en fait, c'est toi, avec ton écriture au départ, qui a semé les graines de cette tendance. Donc, sur Nouvelle, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Est-ce qu'on a la couverture pour la montrer peut-être? Le Quel La couvre? couverture du roman, Du recueil, de oui. l'édition intégrale Oui, des oui, oui, on nouvelles. l'a déjà mise tout à l'heure, on la remet. D'accord, Euh, remettons-la un petit mais alors, il n'y peu. a pas Elle que est au ça Diable aussi. Vauvert. On a aussi un bouquin actuellement sur la ayahuasca. Oui, en fait, il y a la réédition de Plantes et chamanisme, donc qui était une conversation autour de l'ayahuasca et de l'iboga, qui est paru chez Mama Édition, qui ressort là avec une mise à jour, puisque ça fait 10 ans que c'était paru. Donc là, c'est réuni une nouvelle fois après 10 ans pour partager des points de vue. Il y a Yann Kounen, il y a Vincent Ravalec et il y a Jérémy Narby. Donc, est-ce que Kounen, il y a besoin de le représenter? C'est un cinéaste qui a commencé par Doberman, mais qui Ouais. a fait des films comme Surtout, c'est Blueberry, ça, c'est surtout 99, Blueberry et puis son expérience en et VR sur justement sur l'ayahuasca, le mais en fait, monde ouais, de l'ayahuasca. Ouais. il a quand même aussi fait des films plus mainstream comme Coco Chanel, des choses comme ça. Pour autant, là, effectivement, on est vraiment sur un thème chamanique. Et Jérémy Narby est aussi quelqu'un qui a écrit un livre vraiment fondateur qui s'appelle, traduit en français, c'est Le serpent cosmique, l'ADN et les origines du savoir. C'est un livre qui a été publié dans une quinzaine de langues. Et donc, leur conversation à tous les trois se repenche sur pourquoi ils ont fait ça au départ. Est-ce que c'était judicieux de partager ce savoir initiatique et à quoi ça pouvait amener, quels étaient les bénéfices et les risques de parler de ça. Et donc, c'est un livre sur lequel ils vont partager tout un savoir ancestral et des pratiques qui ont évolué et qui se démocratisent aussi en Occident, et voir ce que ça recouvre. Est-ce que Sachant que Vincent traite beaucoup ça de manière fictionnelle aussi dans ses nouvelles et dans ses romans. Donc là, c'est sous la forme de discussions autour de pratiques plus réelles. alors l'ayahuasca, Vincent,
justement, puisque toi aussi, c'est un sujet pour toi aussi, par rapport aux autres auteurs dont on a parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui a sa place dans nos cultures, tout simplement, pour toi? Bah, je pense que ce qui caractérise une culture aujourd'hui, c'est la mondialisation et le partage et l'échange. C'est ça, je pense que la mondialisation a beaucoup de désavantages. Il peut y avoir des effets rebonds. Bah là, la preuve avec, on avait déjà été sujet à des épidémies, mais une épidémie mondiale comme ça d'un seul coup, c'est Aussi probablement la rapide, oui. première fois que ça arrive, aussi To- rapide, Totalement, c'est la avec une caisse de mondialisation. résonance médiatique. Bon, ça, je pense que ça peut faire partie des mauvais côtés de la mondialisation. Après, les échanges culturels au-delà de la culture même, moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé et j'avais lu beaucoup de choses adolescent parce que c'était aussi ma génération. Il n'y avait pas que l'Europe, mais il y avait aussi tout un, comment dire, un espèce de parfum de New Age qui était là. Il y avait la revue Planète, un livre qui s'appelait Le Matin des Magiciens, enfin, qui a emmené sur beaucoup de directions en fait, d'introspection, de recherche de conscience. Et je me suis aperçu en voyageant que, en fait, on peut avoir des regards sur le monde qui sont complètement différents du sien, quoi. Mais même si on n'a pas la même grille de lecture? Oh bah, alors là, pour, euh, pour ce qui est du sujet précis de l'ayahuasca, il y a deux choses en fait, deux choses qui sont, je pense, différentes. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et là, pour le coup, je pense pas trop me tromper. Vous avez d'une part l'ayahuasca quand elle est immergée dans un milieu culturel et qui s'est structurée avec comment dire, une façon de la vivre, de la ressentir et aussi avec un certain nombre de fonctionnalités. Mhm. Et puis vous avez l'ayahuasca en tant que tel, qui est tout de même quelque chose d'opérant, qui vous soyez, et encore qu'il y a des gens qui ne ressentent pas l'ayahuasca. C'est un psychotrope qui est extrêmement puissant, mais il y a des gens qui restent réfractaires et qui ne sentent rien. Moi j'en ai vu, malgré l'importance des prises qu'ils prennent, quoi. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, si vous prenez de l'ayahuasca et que vous y êtes sensible, que vous soyez en Amazonie ou pas en Amazonie, ça va vibrer différemment parce que vous allez être immergé dans tout un, comment dire, un langage suprasensible qui va être singulier et qui va être particulier à cette région du monde et à la manière dont les gens en prennent aussi. En fait, l'ayahuasca fonctionne beaucoup. Quand ça a été découvert, le premier nom que ça a eu par des Occidentaux, ça s'appelait la télépathine. Parce qu'en D'accord. fait, vous avez des phénomènes réellement de communication d'esprit à esprit. Donc, si vous en prenez en Amazonie, vous allez vous connecter avec des gens qui ont l'habitude d'en prendre en Amazonie et qui sont connectés à la jungle, par exemple, ce qui est complètement différent. Mais Oui. si vous en prenez ailleurs, vous avez tout de même un travail sur vous qui est aussi très intéressant, Donc quoi. on n'est pas obligé dans le monde de Castaneda pour vivre quelque chose de vrai avec ce genre j'allais dire, de support de médium. Non, non, bah, je pense qu'aujourd'hui, enfin moi il me semble, c'est comme ça que je vois le monde moderne en fait, c'est que vous avez tout de même un panel de possibilités, je veux dire sur tous les plans, quoi. Vous avez un accès au savoir scientifique, à la culture, à l'art, mais aussi à des traditions comme ça. Et c'est à vous, je veux dire, de manière adulte en fait, de savoir qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez les utiliser, comment vous pouvez progresser avec. Et je pense qu'on est arrivé dans un âge plus adulte du monde. Donc, et c'est comme ça, moi, en tout cas, que je le prends. Une question sur Internet pour toi, alors pas liée à l'ayahuasca, mais au monde de l'écriture. Pensez-vous que le coronavirus va créer de nouvelles vagues de création chez les écrivains? Titrax, Fifrax qui te pose cette question. Est-ce que tu Euh, t'imagines une nouvelle vague de littérature? Bah alors, ce qui est tout à fait problème, c'est qu'on va avoir pléthore de livres sur le sujet. Ça, c'est un peu. Est-ce que ces livres, en fait, vont être sous-tendus? Je sais pas, par exemple, on peut imaginer par une espèce d'angoisse de fin du monde qui va se potentialiser, ou des réflexions inédites et que ça va faire un peu corps et qui va en être une école. C'est bien malin qui pourrait le dire. Vraiment, j'en sais absolument rien. Je sais pas. Après, faut voir aussi, on est dans une époque où on vit les choses de manière très intense et parfois un peu hystérisée. Si ça tombe au mois d'octobre, on sera peut-être déjà dans d'autres problèmes Oui, ça va et on vite, aura hein, il y a une plus besoin de accélération. réflexion, quoi. Mais au-delà des livres sur le coronavirus, il y a aussi, je sais qu'il y avait pas mal de gens qui parlaient d'un moment bah, justement pour pouvoir se concentrer sur ça, etc. Des gens qui ont bah, d'autres choses à faire de leur vie quotidienne et qui du coup voulaient utiliser ce confinement bah, pour le mettre à profit pour des procédés créatifs. Et il y avait à la fois ça et en même temps la pression du fait il faut absolument utiliser ces temps pour qu'ils soient productifs. Productif. Ouais, et du coup, c'était un peu un entre-deux. Je sais qu'il y a des gens, voilà, moi j'ai des gens
dans mon entourage, etc., qui veulent mettre ce temps à profit pour justement créer, écrire, etc. Et d'autres, justement, qui sont coincés aussi par cette obligation créative. Je sais pas si ça rentre vraiment le sujet, mais Si. Bah, si, je crois parce que moi, comment dire, j'anime des formations autour de l'écriture, notamment une pour des scénaristes qui veulent devenir écrivains. Et donc, ça a tout de même été un peu un choc les premières semaines, parce que les gens étaient un peu frappés de stupeur. Donc, ce qu'on aurait pu penser comme une bulle créative était aussi parasité par des trucs anxiogènes, par aussi le quotidien qu'il fallait gérer. Donc, c'est pas, je pense qu'il va y avoir des réactions assez diverses, à mon avis. Oui, totalement. Pas vraiment une retraite. Ça peut être un effet de bulle et avoir un petit peu un côté comme un monde enchanté, débarrassé de présence humaine, mais il y a quand même la présence de ce danger et les morts qui s'accumulent, qui font que c'est difficile de créer dans un moment pareil aussi. Et Alors, c'est un challenge. Stig, un dernier point peut-être sur la partie livre que tu voulais évoquer. Bon, ben, je veux juste rappeler donc la sortie au Diable Vauvert du gros recueil de l'édition intégrale des nouvelles de Vincent Ravalec. Il y en a 120, donc 15 inédites. Il fait 1800 pages, il vaut 30 € et on le trouve dans toutes les bonnes librairies, mais chez Place des Libraires en ligne, si jamais on veut l'avoir sous forme e-book aussi, par exemple. Et donc la réédition chez Mama Édition de Plantes et chamanisme, conversation autour de l'ayahuasca et l'iboga par Kounen Ravalek et Narbi, et 2 lectures qui vont vous occuper pendant un moment et qui sont de vrais plaisirs.